Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Patrice Manilier, c'est moi qui vais animer cette séance avec Arnaud Esquerré. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous présenter Arnaud Esquerré. Je vais le présenter pendant 5-10 minutes d'abord, et puis ensuite Arnaud fera une présentation du séminaire qu'il a donné cette année à l'École des Hautes Études. Je vous rappelle que ce mois de l'international à l'École des Hautes Études a pour vocation de présenter les activités de l'école à un public international, mais pas seulement, et aussi donc de mettre en valeur le caractère interdisciplinaire des activités qui ont lieu ici, ce qui en l'occurrence est le cas, puisque Arnaud et moi nous inscrivons dans une grande tradition de l'école, puisque je suis philosophe, je suis maître de conférence à l'Université de Paris-Nanterre. Arnaud, je vais y revenir, est sociologue, quant à lui. Il est chargé de recherche au CNRS et il dirige l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, l'IRIS, qui est un des laboratoires de l'EHESS. Il connaît très bien cette institution puisqu'il y a fait ses études et même son DEA, je dirais aujourd'hui master, son M2, puis son doctorat. Et je crois que Arnaud est en effet un très bon exemple du genre de recherche assez singulière et innovante d'un point de vue, disons, disciplinaire, qui se pratique à l'école et que l'école comme institution permet. Ces travaux portent sur des objets qui sont en apparence très variés, puisque vous trouvez un premier livre sur la notion de manipulation mentale, qui est paru en 2009, sous-titré « Sociologie des sectes en France », un autre sur le traitement des restes humains, qui est intitulé « Les os, les cendres et l'État », qui est paru en 2011, suivi d'un livre sur l'astrologie, intitulé « Prédire, l'astrologie au XXIe siècle en France », qui lui est paru en 2013, puis en 2016, une théorie des événements extraterrestres, et enfin, en 2019, un livre sur lequel on va probablement d'ailleurs revenir dans la conversation, qui s'appelle « Interdit de voir », sexe, violence et liberté d'expression au cinéma, qui porte sur, évidemment, la censure et donc sur le thème du séminaire qu'Arnaud a donné cette année. À ces ouvrages, il faut ajouter les livres que Arnaud a écrits en collaboration, et notamment avec Luc Boltanski, le magistral livre qui s'appelle « Enrichissement, une critique de la marchandise », qui est paru en 2017, et d'autres, plus petits livres, dont un qui paraîtra, je pense, bientôt, mais là, nous touchons les secrets de fabrication de l'artiste, alors je n'en dirai pas plus. Donc, avant donc, de donner la parole à Arnaud pour qu'il présente son séminaire, je voudrais faire rapidement quelques remarques sur son travail, des remarques très générales. Vous avez sans doute remarqué que malgré des objets en apparence disparates, l'œuvre d'Arnaud Esquerré prend la forme d'une série de livres composés avec une très grande régularité, et qu'elle s'applique à des objets qui ont tous au moins comme caractéristique de ne pas être, disons, facilement pris au sérieux dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie de la modernité rationaliste, alors même qu'il suscite de la part de cet État moderne une préoccupation obsédante et méticuleuse, comme Arnaud le montre dans ses livres, une préoccupation sur la question de la manipulation mentale, préoccupation sur la question de ce qu'ont fait les restes humains, préoccupation sur la question de ce que nous font les images et de ce qui se passe avec les extraterrestres, encore que là, l'État sont un petit peu moins présent. Donc Arnaud traite ces objets avec une méthode qui est souvent une méthode à la fois ethnographique et archivistique, d'une certaine manière, bien qu'il soutienne que l'enjeu de l'ethnographie soit précisément de repérer l'inarchivable dans ces matières. Et il le fait donc avec un style qui lui est très propre. Je ne sais pas si on le percevra tout à l'heure, mais qu'on ne pourrait pas qualifier d'ironie, parce que l'ironie suppose qu'il y a un plan dans lequel le sujet qui parle sait mieux que les autres ce dont il est question, mais qu'on devrait peut-être qualifier d'humoristique, bien que le narrateur ne rit jamais à gorge déployée. Mais en tout cas, Arnaud Esquerré ne juge pas, il décrit, mais il a une manière de décrire qui laisse les choses en quelque sorte flotter, sans qu'il ne prenne jamais aucune position de surplomb,
ni évidemment sur les astrologues ou les personnes manipulées ou les films censurés ou les parents endeuillés qui veulent garder les cendres de leurs proches, etc. Ni, et c'est plus intéressant, sur les agents de l'État ou sur les discours et les pratiques des autorités qui s'évertuent à contrôler, encadrer, fonder ces entités un petit peu mystérieuses que sont les esprits manipulés, les âmes fragilisées par les images ou les corps qui doivent passer à la postérité. Et au fond, c'est bien ça qui intéresse Arnaud, je crois. Il s'intéresse aux transformations de l'État contemporain et à la manière dont celui-ci a reconstruit sa légitimité au fil des décennies récentes en se présentant comme le protecteur des âmes, que ce soit parce que ces âmes sont menacées par les manipulations des entreprises sectaires ou parce qu'on veut maintenir en quelque sorte leur intégrité, même une fois qu'elles sont mortes, et donc mort voudrait dire encore plus abusable potentiellement, ou parce qu'on veut protéger leur sensibilité contre la violence et le sexe, des images et même des mots. Donc, dans tous ces cas, la figure d'un sujet fragile, d'un sujet abusable, fonde l'intervention de l'État. À cette première ligne de ces recherches, qui est centrée sur la question de l'État, on voit à l'intersection, disons, de cette première ligne, on en trouve une autre, une seconde, qui est plus centrée sur la question du langage, dont il va sans doute être aussi question plus extensivement aujourd'hui, et je dirais plus précisément du pouvoir ou des pouvoirs du langage. Car Arnaud mène une enquête très innovante sur la sociologie du langage, en s'intéressant, on pourrait dire, à cette donnée de base, c'est-à-dire de l'ordre de la condition en fait, langagière, qui est que le fait que les individus ne peuvent agir au moyen du langage et sur le langage qu'en présupposant quelque chose qui leur échappe également aux unes et aux autres, aux uns et aux autres. Autrement dit, disons les langues, quelque chose de ce que la tradition linguistique a appelé la langue. Donc il y a une sorte d'hétéronomie fondamentale des sujets dans le langage qui n'empêche pas, mais au contraire qui permet précisément l'exercice d'un pouvoir. Et c'est ça qui intéresse Arnaud, il me semble. Au fond, on pourrait dire que le fil directeur de cette œuvre est pour produire quelque chose comme une sociologie du pouvoir symbolique, c'est-à-dire de ce qu'on fait, de la force qu'on obtient au moyen des signes et aussi de ce que les signes nous font. Tout cela étant étudié dans des contextes d'interaction définis de manière pragmatique. De ce point de vue, évidemment, il me semble que l'œuvre d'Arnaud se déploie dans un constant dialogue avec celle de Bourdieu. Il s'efforce de montrer comment le langage produit du pouvoir et est produit par du pouvoir. Et aussi, ce qui peut-être était moins évident dans l'œuvre de Bourdieu, encore qu'Arnaud ait fait des remarques intéressantes sur ce point, et aussi le fait que l'État contemporain tente sinon de monopoliser, du moins de capter ce pouvoir symbolique, et c'est un peu ce qui est en jeu dans ces différents objets, je crois. Enfin, je dirais qu'il y a une troisième ligne de ce travail qui porte sur les évolutions du capitalisme, et c'est elle qui a conduit Arnaud à travailler avec Luc Boltanski sur les transformations de l'économie relatives aux activités de la culture, du luxe, du tourisme, de la patrimonialisation, et à dégager ce qu'ils ont appelé une économie de l'enrichissement. Là aussi, vous retrouvez cette interrogation sur la relation entre ce que font les signes, car ce que Boltanski et Esquerret appellent une économie d'enrichissement, c'est justement une économie qui repose sur des récits, des mises en valeur, typiquement le centre-ville de Paris, donc sur des signes, mais aussi sur les effets de pouvoir, en l'occurrence par le biais d'une inégale distribution des capitaux que la circulation de ces signes produit. Voilà, je vais m'arrêter là en disant simplement que la démarche sociologique d'Arnaud Esquerret essaye de concilier, on va dire, une approche structuraliste et une approche pragmatique, qui ont été réputées incompatibles pendant longtemps, à travers ce que Luc Boltanski et lui ont nommé dans Enrichissement justement un structuralisme pragmatique. Son travail actuel, sur lequel il va s'exprimer aujourd'hui, croise cet intérêt pour le langage avec cette réflexion sur l'État, en prenant pour objet précisément la censure. Voilà, je lui laisse la parole pour qu'il puisse maintenant donc présenter ses recherches. Arnaud, à toi. Merci beaucoup, Patrice, pour cette présentation. Et je vais donc partager mon écran. Pour évoquer aujourd'hui, donc pour soulever ou pour essayer de répondre aujourd'hui à une question qui effectivement a traversé le séminaire
donné à l'EHESS cette année et qui est au cœur de réflexions actuelles que je mène depuis quelques années, donc que je poursuis, notamment dans les derniers temps donc avec un collègue de l'EHESS, Luc Boltanski. Et cette question, au fond, on pourrait la formuler ainsi. Peut-on en finir avec la censure en démocratie, dite libérale, ou en a-t-on jamais fini avec la censure en démocratie? Et pour répondre à cette question, je m'appuierai, comme Patrice l'a souligné, sur un travail d'enquête, sur deux enquêtes en fait. Une enquête que j'ai menée il y a quelque temps déjà sur le cinéma, et une enquête en cours à partir de sites d'information et de la modération de commentaires en ligne. Et pour essayer en fait de nouer quelques éléments de réponse à cette question, donc peut-on en finir avec la censure en démocratie? Je voudrais au préalable expliquer au fond des distinctions analytiques nécessaires qui permettent de comprendre les enjeux liés à cette articulation entre censure et démocratie. Distinction analytique parce que très souvent, il apparaît que dans les travaux menés sur la censure, que ce soit en philosophie, notamment en philosophie politique, ou en sociologie ou en histoire, il y a une confusion entre ce qui est désigné comme censure par la chercheuse ou le chercheur et ce qui est désigné comme censure par un certain nombre d'acteurs de nature hétérogène. Ce qui m'a conduit à considérer qu'il fallait distinguer au moins trois grands types de censure dont j'évoquerai aujourd'hui. Une censure que j'appelle une censure institutionnelle, au sens où elle est revendiquée et assumée en tant que telle par une institution. Et donc, l'idée étant que de prêter attention toujours à qui parle, c'est-à-dire au fond à retirer au fond au chercheur la capacité à lui-même attribuer l'action de censure dans sa qualification. Et donc, la censure institutionnelle, ça peut être une censure exercée par un État, par une Église, comme nous allons le voir. Et puis, je considère qu'il y a un autre type de censure, précisément que par opposition en quelque sorte à cette censure institutionnelle, qu'on peut appeler une censure dite accusatoire, c'est-à-dire qui se formule sous la forme d'accusation de censure. Et peut-être une des nouveautés de ces dernières décennies, de ces dernières années en tout cas, est l'apparition en démocratie dite libérale d'un type de censure que l'on peut qualifier de censure entrepreneuriale et qui se distingue d'une censure institutionnelle et d'une censure accusatoire. Et ce sont au fond ces trois types de censure qui sont en jeu, il me semble, dans les régimes dits de démocratie libérale. Alors, si le chercheur ou la chercheuse... Je peux préciser ce que veut dire censure entrepreneuriale. Et censure entrepreneuriale, je vais le développer, mais donc ce qui serait une censure exercée par une entreprise et non pas par une institution du type État ou Église. Et donc, dans une logique
marchande. Donc, on se met en position pour quelqu'un qui est chercheuse ou chercheur d'attribuer ou de qualifier soi-même un type d'action comme étant donc un type d'action qui peut être une sélection, une classification, un contrôle, de refuser de les qualifier comme étant une censure. Il faut trouver en fait un autre type de terme pour le qualifier, ce type d'action, et j'ai considéré qu'il était possible en fait de l'envisager sous l'angle de la suppression, avec une distinction qui est d'un côté une suppression d'une partie ou d'une totalité d'un message ou d'une œuvre, et de l'autre côté, la suppression de l'accès à ce message ou à cette œuvre, que cet accès soit supprimé de manière partielle ou de manière totale. Par exemple, quand on décide en fait de supprimer l'accès plutôt à une catégorie de spectateurs pour un film. Ces distinctions analytiques étant posées, je voudrais donc réfléchir sur la question de la censure en démocratie à partir du cinéma. À partir du cinéma, puisque on a dans l'idée en général communément admise que en démocratie, il n'y a plus de censure institutionnelle, et cette idée, au fond, elle doit être en tout cas examinée d'un point de vue historique. Et donc, je partirai des origines ou des débuts de l'histoire du cinéma en France, en soulignant que à la fin des années 1890, au moment où est créé ou inventé, ou en tout cas on considère que s'invente le cinéma avec ce film de 1895 de Louis Lumière, la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Au cours de ces mêmes années, en fait, un auteur élabore, lui, une conception de la censure qui aura une portée importante plus tard. C'est Sigmund Freud, dans son ouvrage dit Traumdeutung, sur donc l'interprétation des rêves, dans l'ouvrage dans lequel il propose de concevoir la déformation du rêve comme le pendant dans la vie intérieure psychique de la censure dans la vie sociale exercée sur les ouvrages publiés et la correspondance postale. Or, cette conception de la censure déployée par Freud à propos des rêves, elle a pour modèle une censure qui est une censure politique, telle qu'elle a pu se pratiquer sous l'Ancien Régime en France, par exemple, au XVIIIe siècle. Et elle avait pour conséquence ce type de censure royale, donc une censure institutionnelle au sens où elle était revendiquée et assumée comme telle par l'État. Elle avait pour conséquence qu'un certain nombre d'écrits qui étaient publiés parlaient par allusion et utilisaient une sorte de codage, en quelque sorte, de déguisement pour évoquer un certain nombre de situations, un certain nombre de personnes, ce qui a servi en fait de point d'appui pour Freud pour élaborer sa conception de la censure à propos des rêves. On peut d'ailleurs ici remarquer que ce type de conception de la censure, des effets de la censure qui conduit à des allusions, peut être d'un côté déployé depuis, je dirais, une élite depuis par en haut, en quelque sorte, c'est-à-dire une élite capable à la fois d'écrire et de faire lire à un public c'est le public de l'élite, de lire correctement entre les lignes
un certain nombre correctement, c'est-à-dire faisant passer des messages entre les lignes, un certain nombre d'autres types d'interprétations de textes. Et ça, c'est une conception qu'a notamment défendue Léo Strauss dans les années 50, pour qui un écrivain persécuté et risquant la peine capitale peut présenter la vérité donc sur des questions cruciales entre les lignes. Et elle a été aussi, ce type de conception peut être renversée, hein, elle peut être considérée comme étant vue d'en bas, si je puis dire, c'est une conception qui a été notamment défendue par James Scott, lorsque un groupe dominé peut inventer des manières de faire circuler un message en les dissimulant, déjouant la loi de la censure imposée par un groupe de dominants. Alors, quelques années après la mise en place, l'invention du cinéma, se met en place assez vite des interdictions de films, d'abord de manière locale, puisque le cinéma est considéré comme étant un spectacle, et ensuite de manière plus systématisée à l'échelle nationale en France, avec la création en 1920 d'une commission de contrôle des films cinématographiques, donc qui en fait est une commission qui revendique son statut de censure. Elle est dirigée par un censeur-chef, en l'occurrence Paul Ginisti, en 1920, qui exerce une censure préalable, c'est-à-dire en fait une censure sur des projets et des films avant qu'ils ne soient réalisés et distribués. Et parmi les motifs qui sont invoqués dans ce rapport de Paul Ginisti sur l'activité de la commission de contrôle des films cinématographiques, il y a un certain nombre de motifs politiques, notamment par exemple éviter des représentations de scènes de grève dans les films, pour ne pas donner l'idée à celles et ceux qui les voient de faire eux-mêmes grève. Avec cette idée donc qu'on va limiter le contenu des films pour limiter des effets possibles des films sur celles et ceux qui les regardent. Un peu plus tard, se met en place dans l'entre-deux-guerres un autre type de censure exercée par l'Église catholique, ou depuis l'Église catholique, avec notamment la centrale catholique du cinéma et de la radio, qui, donc en 1934, comme l'explique cette note de la centrale, instaure un comité de censure avec des prêtres, des religieux et des laïcs chargés de voir tous les films et d'établir en fait une cotation, c'est-à-dire en fait de condamner a posteriori, puisque dans la censure donc, on distingue deux types a priori, a posteriori, de condamner a posteriori un certain nombre de films qui, compte tenu du fait que condamnation qui compte tenu du fait qu'il y a un grand nombre de catholiques encore en France à cette époque-là, a un impact sur le succès commercial des films, puisque des films condamnés, censurés par la centrale catholique du cinéma et de la radio, en fait, ont un public qui va être réduit, et donc les fabricants de films, c'est-à-dire les producteurs, évidemment, prêtent une grande attention aux avis du comité de censure de la centrale catholique du cinéma et de la radio pour éviter d'avoir un avis négatif et avoir le plus large public possible. Donc, ils évitent d'avoir une mauvaise note morale, puisque c'est une question de note morale. Et donc, nous avons dans cet État français démocratique
nous avons bien en fait toujours la présence d'une censure qui s'exerce à propos du cinéma. Pourquoi le cinéma? Parce que c'est considéré comme étant l'art capable de toucher le plus grand nombre, les masses, la foule, et qui est une censure donc, qui est exercée doublement, si je puis dire, depuis l'État et depuis l'Église catholique, avec parfois un croisement dans un cas très documenté et connu, qui est le film de Rivette, Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, donc adaptation en fait au cinéma du roman de Diderot, qui a mobilisé un certain nombre de prêtres à l'intérieur de l'Église, un certain nombre de religieuses, pour demander l'interdiction du film qui donc a été interdit par le gouvernement d'alors, et à un moment qui est intéressant pour nous, car c'est un moment qui est juste avant mai 68, puisqu'on parle des années là, 1966-1967. Moment charnière parce que mon hypothèse, c'est qu'à partir de mai 68 comme événement, il se produit un changement important concernant la conception de la censure. Changement important qui transparaît immédiatement dans l'activité de la censure religieuse, cette censure dite institutionnelle, au sens où elle s'effrite, s'efface, et la note qui est présentée à l'écran est un document interne de l'Office catholique français du cinéma qui date du 21 juin 1968 et qui rappelle en fait les principes guidant son activité et qui commence par cette phrase au grand 2, cotation n'est pas censure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que donc, le comité de cotation de l'Office catholique français du cinéma n'exerce aucune censure, c'est ainsi comme ça que c'est formulé. Et donc, ça veut dire que si on prête attention aux mots, l'activité même dite de censure institutionnelle, c'est-à-dire une censure assumée et revendiquée comme telle, cesse, bien qu'il continue à y avoir une pratique qui s'inscrit dans une continuité dans les pratiques précédentes. Cette transformation de la censure institutionnelle, elle a lieu aussi dans la censure exercée par l'État. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing, qui vient d'être élu, annonce qu'il n'y aura désormais plus de censure. On peut l'inscrire toujours, en tout cas c'est comme ça que je l'interpréterai, dans la continuité de l'événement mai 68, et se développe, sont projetés sur les écrans comme marque de cette fin, ou comme conséquence de cette fin de la censure institutionnelle, un grand nombre en fait, de films dits pornographiques, et exactement avec une situation qui est la même que celle évoquée à propos de l'Église, qui est que si la censure n'est plus assumée en tant que telle, il perdure en fait une commission qui continue d'exercer une classification des films en fonction des âges du public. Par exemple, interdisant un certain nombre de films au moins de 18 ans, au moins de 16 ans, ou à des gens plus jeunes. Mai 68, donc, fin ou effritement ou effacement progressif de la censure institutionnelle et pourtant pérennité d'un certain type de pratique, avec comme il se produit
parfois, en ce qui concerne la question au fond du territoire de la liberté d'expression, des mouvements d'expansion et des mouvements de restriction, avec en l'occurrence ici avec un temps assez resserré, puisque en ce qui concerne les films pornographiques, dès 1975, en fait, se met en place tout un mouvement pour restreindre la diffusion de ces films, qui aboutit à la loi dite X, qui interdit en fait la diffusion, qui crée en fait une catégorie de films X qui concerne les films pornographiques et les films violents, et qui ne sont plus que distribués dans un circuit très réduit de salles, mais qui en fait, en pratique, fait que ces films disparaissent des écrans, ce dont témoigne cette couverture donc des cahiers du cinéma de janvier 65, où on voit donc l'État censeur en la personne du policier avec son gros ciseau, censurer donc le cinéma dans ses attributs de l'époque sur cette image. La conséquence, c'est que de cet effacement de la censure institutionnelle, c'est que se développent un certain nombre de théories qui sont des théories que je considère être comme développant l'idée d'une censure accusatoire. Et elles sont notamment développées par deux penseurs qui ont enseigné dans cette école à l'EHESS, Jacques Derrida et Pierre Bourdieu. Jacques Derrida, notamment dans un texte qui est un peu plus tardif de 90, évoque la question de la censure en considérant qu'il y a censure dès que certaines forces, je le cite, liées à des pouvoirs d'évaluation et à des structures symboliques limitent simplement l'étendue d'un champ de travail, la résonance ou la propagation d'un discours, fin de citation. Et Pierre Bourdieu, dans un texte, entre autres, parce que là, évidemment, ça a été évoqué dans différents textes, mais dans un texte appelé Censure et mise en forme de 1982, écrit lui donc, que généralise en fait ce modèle de la censure en l'orientant vers une intériorité, comme Derrida, et à cette phrase qui fait le lien avec la psychanalyse. Je le cite, c'est à condition d'apercevoir que le modèle freudien est un cas particulier du modèle plus général qui fait de toute expression le produit d'une transaction entre l'intérêt expressif et la nécessité structurale d'un champ agissant sous forme de censure, que l'on peut rapatrier sur le terrain de la politique, où ils se sont souvent formés des concepts élaborés par la psychanalyse. Fin de citation. Et évidemment, Derrida, prenant acte de la fin de la censure institutionnelle, déclare il serait néanmoins naïf d'en conclure dès lors que la censure a disparu. Censure accusatoire, donc développée par ces deux penseurs, entre autres, qui a pour caractéristique de renvoyer la censure dans un langage intérieur, en quelque sorte, auquel nul ne peut échapper et donc qui nécessite en fait un tiers qui va la révéler ou la dévoiler, premièrement, et deuxièmement, qui s'appuie sur une extension d'un concept psychanalytique élaboré par Freud, qui lui-même, en fait, avait développé son concept à partir de la censure politique. Donc, il y a ici un mouvement circulaire, en fait, d'une censure politique qui passe par la psychanalyse et qui revient via la philosophie et la sociologie, vers la censure politique. Mais dans une beaucoup plus grande
extension à laquelle nul ne peut, semble-t-il, échapper. Comme je l'ai dit, effacement de la censure institutionnelle, développement des théories de la censure accusatoire et pourtant une pérennité de pratiques par rapport à la classification de films. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours, et jusqu'à aujourd'hui, une commission qui, dans la continuité de cette commission installée en 1920, qui est dite commission de classification des films, qui classe les films, qui se réunissait en tout cas en 2017 dans cette salle de cinéma photographiée lors de l'enquête que j'ai menée sur la commission de classification des films, qui visionnait des films en s'asseyant dans la salle. Et puis, une fois que le film avait été projeté, ou que le film est projeté, débat en fait de la question de savoir si ce film peut être vu ou pas par tout le monde ou par une certaine catégorie de spectateurs, la différence étant les différences d'âge, en l'occurrence, et délivrant ou non une autorisation, un visa, enfin en délivrant pratiquement systématiquement un visa avec une restriction ou non en matière d'âge. Cette commission vote à l'issue ou peut voter à l'issue du débat s'il n'y a pas unanimité. Et on peut en trouver la trace donc, dans des dossiers qui sont faits pour chacun de ces films. Dossier, donc là, vous voyez le dossier du film Antichrist de Lars von Trier, avec les annotés, ça c'est la couverture, donc annoté avec les différentes le parcours, les différents débats concernant le film, concernant le visa, le tampon interdit aux mineurs de 16 ans, puis avec les différents visas ensuite délivrés faisant état en fait d'un parcours sinueux contestant la classification du film. Et quand on ouvre le dossier, on y trouve alors un premier avis avec des indications de personnes qui, par exemple, vous voyez, moins de 18 ans, scène violente avec sexe et horreur, et puis ensuite donc un texte un procès-verbal de la commission de classification avec cet avis. La commission propose pour ce film au climat violent une interdiction aux mineurs de 16 ans. Et derrière, donc, une lettre, en l'occurrence de la ministre, puisque c'est le gouvernement qui autorise ou pas, et qui autorise le visa d'exploitation du film avec l'interdiction au moins de 16 ans du film de Lars von Trier, Antichrist. Et vous voyez ici le petit document qui est le visa en tant que tel. Donc, pratique qui perdure, pérennité, qui est celle d'une classification des films, mais qui, évidemment, comme toute classification, comme toute sélection, peut faire l'objet d'une accusation et d'une accusation de censure. Si, par exemple, est contesté l'âge qui sert de point d'appui pour limiter l'accès à un film, comme en témoigne donc là une lettre de Quentin Tarantino à propos du film Kill Bill volume 1, donc qui date de 2003, adressée au ministre de l'époque Jean-Jacques Ayagon, et qui estime que son film Kill Bill, en fait, est un film qui a été injustement, dont l'accès a été injustement réduit à un public plus âgé, alors que c'est un film qui, en fait, n'est pas un film violent d'après son auteur. Une des particularités de cette commission étant, en fait, de considérer la question de la censure, comme toujours sur la question de censure,
par rapport aux effets possibles ou prêtés à une œuvre ou à un message, ce qui nécessite un effet de coupure avec les intentions de l'auteur, conception qui va à l'encontre d'un certain nombre notamment de théories ou des livrets en histoire de l'art où on fait primer toujours l'intention de l'auteur par rapport aux intentions prêtées aux effets des œuvres. Alors évidemment, ce type de conception sur les effets des œuvres peuvent varier avec le temps. Là, en l'occurrence, si on regarde un film comme Les Nuits de Dracula de Jesus Franco Manera qui date de 1970, c'est un film qui avait été interdit au moins de 13 ans lors de sa sortie et qui, réexaminé, a été autorisé à tous les publics. Donc, il y a une variation dans le temps pour un même film, une variation possible dans le temps pour un même film de la censure dont il fait l'objet, auquel on peut opposer un film comme Orange Mécanique, film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, qui est resté donc, interdit aux moins de 18 ans, interdit aux moins de 18 ans dès sa sortie et qui est resté interdit aux moins de 18 ans assez longtemps, jusqu'à quand il a été réexaminé dans les années 90, à être interdit toujours au moins de 16 ans parce que l'interprétation des effets possibles du film est faite aussi en fonction du contexte. Et dans les années 90, la crainte, c'était que des jeunes de banlieue, à un moment donné où il y avait des émeutes en banlieue, puissent s'inspirer du film ou que ce film ait des effets sur ces jeunes qui soient des effets dangereux en termes de violence, d'où une restriction sur les moins de 16 ans. Les contestations sur la classification des films peuvent être portées aussi par des associations extérieures. Et ça, c'est un mouvement qui s'est développé à partir des années 2000 et qui ont contribué à réduire en quelque sorte le territoire de la liberté d'expression en ce qui concerne les films, et notamment sous l'impulsion d'associations défendant une certaine conception de la famille et se présentant comme défendant la famille, une famille classique, traditionnelle, hétérosexuelle, et une conception de l'enfance proche de milieux catholiques, dont le tournant a été fait à propos du film Baise-moi de Virginie Despentes et qui avait été interdit au moins de 18 ans en 2000, et dont on trouve un autre exemple à propos du film Love de Gaspard Noé en 2015, et qui font intervenir en fait un autre type d'acteur exerçant ou étant accusé d'exercer une censure, qui sont les juges. Puisque, en fait, en l'occurrence, le film Love de Gaspard Noé, ce sont les juges qui ont considéré, lors d'une action en justice à l'initiative de l'association Promouvoir, qu'il fallait élever en fait l'âge auquel ce film devait être interdit et passer de moins de 16 ans au moins de 18 ans. Censure donc accusatoire, c'est-à-dire effacement de la censure institutionnelle, censure accusatoire. Or, à partir des années 2000, se sont développés sur des sites en ligne un nouveau type deux nouveaux types de censure, qui sont des censures que je qualifierais d'entrepreneuriales. Pourquoi ? Parce que vous avez sur des sites d'information, donc il se trouve là en l'occurrence par exemple Le Monde,
ou sur d'autres sites, pas seulement des sites d'information, mais en particulier sur des sites d'information qui nous intéressent parce qu'ils traitent aussi de la question politique ou de politique. Quelque chose qui est appelé modération. Modération au sens où il faut modérer un débat avec l'idéal en fait qu'une discussion, une bonne discussion en démocratie, une discussion modérée, donc modérée par des modérateurs, et qui vise à éliminer un certain nombre de messages mis en ligne. Et là, j'ai travaillé avec Luc Boltanski sur deux types de sites plus récemment. Le site du Monde, où, comme vous le voyez à l'écran, j'ai mis un exemple d'article en ligne, et puis à droite, des contributions des lecteurs, et d'autres sites qui sont des sites de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel, qui, eux, mettent en ligne donc, des archives du passé, des archives d'informations du passé. Donc, par exemple, là, un reportage sur le 11 septembre 2001, avec des commentaires en ligne d'internautes, et qui permettent de s'interroger sur ce nouveau type de censure. Censure parce que il est bien question de censure, assumée et revendiquée comme telle dans des documents, par exemple des documents internes, par les sociétés chargées d'exercer la modération. Et c'est là que est intéressant, peut-être qu'il faut reprendre ou interroger ce type de censure que j'appelle entrepreneuriale à partir de cette distinction que j'ai faite au début en faisant venir ce mot de suppression, c'est-à-dire en s'interrogeant sur ce qu'elle supprime. Et ce qu'elle supprime, ce n'est pas, comme le fait la censure, par exemple, cinématographique, l'accès à des catégories de public, puisqu'elle supprime entièrement ou pas l'accès au message. Donc, c'est une censure première totale dans un premier temps. Et deuxièmement, elle ne supprime pas une partie du message, c'est-à-dire comme dans une censure cinématographique préalable qui pouvait être faite dans la première partie du XXe siècle, on pouvait supprimer certaines scènes et en garder d'autres. Là, non, c'est la totalité du message qui est publiée ou autorisée. Donc, cette censure entrepreneuriale, elle a pour caractéristique d'être doublement totale, si je puis dire, par opposition analytique avec une censure qui peut être, par exemple, doublement partielle, quand elle est partielle par rapport à une catégorie de public et où seulement quelques scènes sont supprimées. Elle a pour caractéristique aussi de pouvoir être faite a priori ou a posteriori, c'est-à-dire a priori quand les messages en fait, sont supprimés avant d'être publiés, comme c'est par exemple le cas pour le Monde, ou a posteriori quand c'est sur des sites, par exemple des chaînes type YouTube ou sur des fils, sur des comptes Facebook. Et elle est exercée à plein temps par des modérateurs qui sont employés par des entreprises de modération, par distinction avec le type de censure qui était pratiqué justement comme une activité accessoire ou supplémentaire, que ce soit la censure sous l'Ancien Régime en France ou que ce soit la censure cinématographique, par exemple, qui est faite par des personnes qui ont un autre métier, un métier principal en plus de leur activité de censure ou du temps de la censure institutionnelle ou de classification, du temps de la classification des films. Une des caractéristiques et peut-être un élément au fond sur lequel structural on peut s'interroger, c'est que quand on regarde, quand on étudie en fait la part des messages supprimés sur la totalité des messages, que ce soit pour le site du Monde ou que ce soit pour le site de l'INA, cette part, elle oscille
entre 15 à 30% des messages. Et c'est en fait la proportion qui était déjà celle des ouvrages supprimés par la censure royale au XVIIIe siècle sous l'Ancien Régime. Donc il y a là en fait une sorte de continuité peut-être à interroger. Donc, terminerai ou conclurai de manière provisoire en revenant à la question de départ, qui était celle de savoir si l'on pouvait en finir avec la censure en démocratie. Et peut-être en fait en inversant la manière de poser la question, c'est-à-dire en se demandant si ce n'est pas la transformation de la censure qui est un indice en fait de la transformation d'une transformation possible de la démocratie telle qu'elle s'exerce, avec ce qui voudrait signifier qu'il y aurait un changement important dans la manière dont la démocratie fonctionne, qui se serait opéré depuis le début des années 2000, avec l'apparition d'une censure de type entrepreneurial qui se conjugue aussi toujours avec cette censure accusatoire et un effacement de la censure institutionnelle, elle enclenchée plutôt dès l'événement, je dirais, mai 68. Voilà le propos que je souhaitais présenter aujourd'hui. Bien, merci. Alors, peut-être on peut directement, s'il y a des questions, commencer par prendre quelques questions, si jamais il y a des questions, parce que nous avons déjà pas mal avancé. Donc, votre micro peut être activé, votre caméra aussi. Donc, je n'ai pas accès en fait au chat. Donc, prenez directement la parole, si jamais c'est le cas. Sinon, je commencerai la conversation moi-même. Bon, alors je vais commencer, Arnaud, par te poser une petite question, comme ça, le temps que les auditrices, les éditeurs et les futurs peut-être participants à l'activité de recherche ici se mobilisent et ne s'auto-censurent pas. D'abord, je voudrais faire une première petite remarque un peu amusante, mais sur la méthodologie, parce qu'on voit bien que le principe de ta méthode, et on y reconnaît quelque chose qui relève de ce qu'on a appelé, disons, le tournant pragmatique en sociologie, enfin une sociologie pragmatique, c'est-à-dire une sociologie qui confie aux acteurs ou aux actrices eux-mêmes le soin de déterminer le sens des concepts analytiques de la théorie sociologique elle-même. Donc, en l'occurrence, on voit bien que la notion de censure n'est pas prédéfinie par la théorie sociologique que tu mobilises, mais que justement, au contraire, le travail sociologique consiste à étudier la manière dont les acteurs eux-mêmes vont qualifier quelque chose de censure ou de non-censure. J'ai été frappé par la manière dont c'était formulé, c'est presque une plaisanterie, mais peut-être c'est plus qu'une plaisanterie, je ne sais pas, puisqu'en fait, c'était formulé sous la forme d'un interdit. Un interdit, c'est on interdit aux chercheuses ou aux chercheurs de qualifier par elles-mêmes, par eux-mêmes, justement ce qui constitue une censure. Donc, c'est une contrainte, en tout cas, sur l'activité verbale du professionnel de la sociologie. Donc, c'est une figure peut-être, je ne sais pas si c'est une figure de la censure, mais enfin, c'est en tout cas une figure de l'interdit de parole, dont je me demande, par un tour supplémentaire, en quelque sorte, de tournant pragmatique, s'il ne doit pas être lui-même, disons, intégré dans cette question. C'est une première question, puis j'en poserai une deuxième, parce qu'elle elle rentrera plus dans le contenu. Alors, il m'a semblé que disons, le modèle freudien, qui est évidemment un modèle qui est directement opposé à ce modèle, disons, de
la délégation aux acteurs eux-mêmes du sens des concepts analytiques qu'on utilise, puisque Freud, d'une certaine manière, au contraire, précisément, identifie une censure impossible. Ce modèle freudien revient, notamment, tu l'as dit, chez Derrida ou chez Bourdieu. Sauf que donc tu as considéré ça comme relevant donc d'une censure accusatoire, ce qui veut dire évidemment qu'en tant que sociologue, tu es toi-même obligé de mettre sur le même plan que ton propre discours des discours qui font le contraire de ce que tu préconises, puisque c'est des discours accusatoires, effectivement. Et dans ce cas-là, je me suis demandé dans quelle mesure, parce qu'après les exemples que tu prenais, c'était les exemples de commissions de classification des films, qui me semblaient relever encore de la censure, disons, institutionnelle et non pas de la censure accusatoire, puisque là, il n'y a pas quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre d'une censure invisible. Il y a bien des gens, effectivement, qui revendiquent l'autorité de censurer. Il me semble donc le cas de cette censure accusatoire, elle est effectivement très, très, très présente dans les débats qui agitent, et je sais que tu as travaillé sur ça, et peut-être tu pourras en dire quelques mots, qui agitent précisément les réflexions sur l'espace public, l'opinion publique, le débat public, etc., à savoir l'idée selon laquelle on est dans un monde censuré, politiquement correct, on ne peut plus rien dire, etc., etc. Donc voilà, c'est une deuxième question, de savoir quel serait véritablement le terrain, en fait, pour observer cette censure accusatoire. Et si, au fond, les commissions et même, en fait, les tribunaux sont véritablement, relèvent, disons, de cette censure accusatoire, ou si ce n'est pas une continuation, effectivement, avec un autre régime argumentaire, sur lequel on reviendra peut-être dans la discussion un peu plus tard, mais de la même censure, c'est une censure institutionnelle. Je remets mon masque. Le philosophe masqué. C'est-à-dire que la difficulté à laquelle on est confronté quand on travaille sur la question de la censure, c'est que à un moment donné, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu, je ne savais plus de quoi on parle, en fait, de quoi on parle quand on parle de censure, ce qui donc, a conduit en fait, à cette double opération qui était de distinguer, en l'occurrence, là, trois types de censure et de mettre en place un autre concept qui était celui de suppression, avec cette double embranchement, hein, suppression de l'œuvre, suppression de l'accès à l'œuvre ou au message, enfin, suppression partielle ou totale du message, suppression partielle ou totale de l'accès au message, et de considérer effectivement qu'il fallait se retirer pour laisser aux actrices et aux acteurs le soin de dire ce qu'ils ont dit de la censure. La difficulté particulière à laquelle on est confronté en faisant cela sur ce type d'objet, c'est effectivement que lorsqu'on étudie, par exemple, la pratique de l'astrologie, il n'y a pas de doute sur le fait que si on est un sociologue ou un anthropologue, ou un ethnologue, ou un historien, l'historien lui-même, en fait, ne va pas qualifier de son propre fait, où il n'y aura pas de problème, en fait, dans la qualification du type d'activité, qu'il s'agit bien ça d'astrologie ou pas, etc. Il y a une coupure nette, en fait, entre ce que font les acteurs comme pratique et la qualification que peut faire la chercheuse ou le chercheur. Pour la censure, et je pense que Freud, au fond, est central. C'est peut-être pas quelque chose qui m'était pas du tout apparu au départ. Je pense qu'en fait, Freud, au fond, introduit une perturbation, si je puis dire, dans la conception démocratique, dans la conception de la censure, et en particulier une perturbation
dans la conception de la censure en démocratie. En fait. Et donc, en l'orientant vers l'intériorité directement, et donc, évidemment, en instaurant la nécessité d'un point de vue extérieur qui va la dévoiler. Et ça, c'est tout à fait, ça c'est un renversement très important, puisque jusqu'alors, la censure est exercée, c'est pour ça que j'appelle ça institutionnel, par des personnes qui défendent la conception de la censure, qui le voient comme quelque chose de positif, en fait, même si évidemment elle est contestée par des gens qui la contournent en publiant dans d'autres pays, en passant par la Suisse, par les Pays-Bas, par l'Angleterre, pour ce qui est de la France, au XVIIIe en tout cas, pour publier des livres, etc. Donc, la conception, je dirais, psychanalytique de la censure et le changement qu'introduit Freud par rapport au rêve, à mon avis, a des conséquences très importantes sur la suite. Ce n'est pas du tout un point, disons, annexe, marginal, etc. Je pense vraiment à un changement. Donc, effectivement, le type d'opération que je propose, il est sur ce sujet assez compliqué parce que il conduit en fait à traiter comme des acteurs eux-mêmes en fait des collègues, si je puis dire, c'est-à-dire des philosophes ou des sociologues aussi éminents que Derrida ou Bourdieu ou Judith Butler dans les textes qu'elle a pu faire sur la censure et qui sont la conception de Judith Butler de la censure et s'appuie beaucoup sur celle prolonge la conception de Derrida et de Bourdieu. Toujours avec la question en fait de pointer en fait vers l'intériorité des acteurs. Alors, donc c'est vrai qu'au fond, ma position, elle est très liée au tournant linguistique en réalité, c'est-à-dire elle a un côté wittgensteinien, c'est-à-dire de s'en limiter en fait justement à ce que disent en fait les personnes qui parlent et en fait à ne pas prêter ou à ne pas être en position de dire en fait ce qu'il en est de l'intériorité au-delà de ce qui est exprimé par les personnes. C'est une position qui a un caractère systématique, donc elle peut avoir aussi ses faiblesses ou ses limites. Hein. Et au fond, ta question, elle est très liée à la deuxième, en fait. Les deux sont très liés par rapport à la question du modèle freudien. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur la commission de classification des films, sur le problème de la classification des films, c'est que les personnes que j'interrogeais ou que je voyais, qui sont personnes qui participent à cette commission, qui peuvent être des professionnels du cinéma, des jeunes qui font partie de la commission, etc., ou des médecins, elle et il, en fait, donc, évidemment, je considère qu'ils sont étrangers à toute action de censure et ils ne voient absolument pas même le rapport même avec leur commission de classification et la commission de censure qui était la commission de contrôle qui assumait la censure dite institutionnelle. Alors, c'est pour prendre acte en fait de cette différenciation qui s'est faite à partir des années progressivement, si je peux dire à partir des années progressivement à partir des années 70, mais enfin vraiment à partir de 1981, enfin disons, entre 1981 et 1990, sous l'impulsion de Jack Lang, 97 ans, un moment important intitulé même de la commission, c'est pour prendre acte du fait qu'il y avait un changement dans les intitulés, donc un changement aussi dans les pratiques, que j'ai considéré qu'il y avait un changement et que c'était
ce n'était plus une censure institutionnelle en tant que telle, c'était revendiquant la pratique de la censure, puisque le terme en fait disparaissait. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que en fait l'intérêt de la méthode, si je peux dire, si je peux plaider pour cette méthode, c'est qu'elle permet de repérer en fait des variations avec les occurrences ou les disparitions en fait de la circulation des mots, et donc de les associer et à des mouvements comme ça, qui sont des mouvements, on pourrait dire, discursifs, en les mettant en rapport avec des pratiques. Donc, c'est cet écart, au fond, moi, qui m'intéresse. Et donc, l'aspect intéressant de cette méthode, c'est qu'elle a permis, en fait, de pointer la résurgence du mot censure dans l'activité des sociétés de modération ou dans les chartes, par exemple, qui sont faites pour guider l'activité des modérateurs. On trouve à la fois, utilisée de manière équivalente, l'idée qu'on doit rejeter des messages ou les censurer. Donc là, pour le coup, c'est explicite. C'est explicite, censure absolument. entrepreneuriale. Donc, si je comprends bien, dans ce deuxième moment, on va dire post-68, il y a un double mouvement qui est corrélatif. D'un côté, d'extension de la notion de censure par le biais de l'accusation de type freudienne, on va dire, Freud ici étant le représentant finalement du geste critique, la sociologie critique, une modalité de pensée critique qui consiste à aller au-delà de ce que les acteurs eux-mêmes prétendent savoir sur eux-mêmes et sur le monde pour leur attribuer un savoir qu'ils ne savent pas sur eux-mêmes. Donc, d'un côté, il y a une extension de la notion de critique, de la notion de censure, et d'un autre côté, une rétractation de la notion de censure. C'est-à-dire que ceux qui exercent effectivement quelque chose qui ressemblait à ce que faisait jadis sous le titre de censure ne souhaitent plus qualifier ce qu'ils font de censure, alors que d'autres qualifient de censure des choses qui ne relèvent pas de la censure institutionnelle. Ça caractérise bien ce double mouvement. Donc, évidemment, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que c'est une euphémisation, je sais que ce ne sera pas ta position, mais enfin, une euphémisation, disons, d'un pouvoir, en fait, que les institutions, et en particulier les institutions étatiques, se donnent sur les langages et les esprits, ou est-ce que c'est vraiment une transformation de modalité de ce pouvoir, quoi, qui est le pouvoir d'État? C'est un petit peu la question. Puis j'aurais ensuite peut-être une question sur la notion entrepreneuriale, mais je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Alors, je vais les lire. Donc, de la censure royale à la censure entrepreneuriale des entreprises de modération, la question de la démocratie semble se déplacer. D'abord inexistante, puis latérale. On préserve l'intégralité morale des individus par les conditions de la vie politique, qui peut être une condition démocratique avec la censure politique-courageuse. On passe dans la modération à une défense de la censure comme condition de la vie démocratique. Cependant, en particulier avec l'exemple du 11 septembre, la question de la modération semble moins être celle de la préservation d'un ordre moral que de la préservation de la vérité d'un régime de vérité au nom de la démocratie. Est-ce que c'est une question qui travaillait la définition et la légitimation de la censure dans son histoire pour chacun des types que vous avez identifiés, ou est-ce quelque chose de plus spécifique? Monsieur Esquiré. Alors, c'est vraiment une question très intéressante. Je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments de réponse à cette question, mais ce qui est important, c'est qu'au fond, elle pose la question des motifs ou des motivations de l'exercice de la censure et donc de la question de savoir si le problème ou l'enjeu, c'est celui en fait des effets prêtés aux messages, aux œuvres, aux messages, ou si vient en plus la question de la vérité, d'une vérité. Et sous ce rapport, donc, effectivement, l'enjeu principal reste pour la question de la modération, y compris pour la question de la modération en ligne, celui des effets, c'est-à-dire que
avec cette interrogation, toujours, qui est de pouvoir les attribuer. Et la question de la violence, puisque le problème étant de savoir si un énoncé est laissé en fait dans l'espace public, de savoir si en fait le prolongement de cet énoncé est un acte violent pouvant attenter à la vie ou d'une personne, pour le dire de manière simplifiée. Donc, les principes qui guident, en fait, dire que le seul cas dans lequel... Non, c'est pas le seul cas, mais c'est simplement la motivation principale, si je veux dire, sous-jacente et qui, en fait, oriente les principes juridiques, en fait, qui sont d'abord les principes auxquels se réfèrent les modérateurs quand ils modèrent, c'est-à-dire la diffamation, la question de l'incitation à la haine. Voilà. Donc, on dit éviter des délits d'expression. Éviter des délits, bien sûr, éviter des délits d'expression. Éviter des délits d'expression. Et donc, c'est ça d'abord qui les guide. Mais en ce qui concerne le 11 septembre, en fait, puisque l'exemple là a été choisi, la modération, en fait, n'interdit pas de publier des commentaires en ligne qui remettent en cause ou bien l'existence en fait du fait que des avions aient détruit des tours du World Trade Center. Et donc la question en fait de la vérité ne prime pas en fait sur la question en fait on va dire des effets de violence. Donc je pense, si vous voulez, et alors un point intéressant hein, évidemment hein, par rapport à la question qui a été soulevée, c'est que sur un certain nombre de sites, par exemple un site comme celui du Monde, dans les commentaires acceptés ou dans les commentaires refusés, il n'y a pas de remise en cause de la réalité des faits ou de la vérité des faits tels qu'ils ont été prouvés. Par exemple, sur un site comme celui de l'Institut national de l'audiovisuel, il y a, à propos du 11 septembre 2001, certains commentaires, dans les commentaires acceptés comme dans les commentaires refusés, qui remettent en cause la vérité des faits. Pour autant, une partie d'entre eux, comme je l'ai dit, sont laissés dans l'espace public. Donc, une des questions, au fond, en tout cas à examiner de près, en fait, ou qui travaille, cette question, en fait, du rapport entre, je dirais, censure et vérité, c'est qu'elle a beaucoup focalisé l'attention, mais au fond, elle nécessite sans doute un examen plus précis ou plus méticuleux, si je puis dire, puisque des énoncés enfin un certain nombre d'énoncés en fait remettant en cause la vérité des faits peuvent être laissés évidemment, peuvent ne pas être censurés, etc. Je pourrais peut-être faire une petite remarque en lien avec cette question, qui est que c'est vrai qu'on a l'impression que dans l'histoire que tu racontes, et d'ailleurs que tu racontes dans d'autres livres, c'est un petit peu la même chose, on a l'impression que le fondement de l'intervention de l'appareil d'État, c'est-à-dire la manière dont il revendique la légitimité de son intervention, l'État, disons, avant 68, entre guillemets, n'hésitait pas du tout à se fonder sur des valeurs morales substantielles, sur des normes morales substantielles, et à définir un ordre social particulier qu'il s'agissait de promouvoir ou de défendre. On a l'impression effectivement qu'il y a une crise de ce type de légitimité à un moment donné, et que les États
modernes, les États contemporains, ont besoin de refonder leur légitimité dans un contexte, disons, de pluralité des ordres moraux ou des systèmes de valeurs, et que, effectivement, une tentation évidente est de transcendantaliser le fondement, c'est-à-dire de dire je ne cherche pas à fonder ou à défendre tel ordre moral particulier, mais la possibilité de tout ordre moral collectivement construit en général. Et donc, c'est ça l'idée selon laquelle une censure en démocratie doit rendre possible la pluralité des opinions, donc une sorte de politesse en quelque sorte du débat public, et que c'est dans ce cadre-là qu'elle va définir ses règles. Et là, à la question de savoir si, disons, dans des ordres de censure antérieurs à celui de 68, ce type de questions se posaient, en tout cas, je ne sais pas pour la France, mais pour les États-Unis, je sais que la Cour suprême des États-Unis avait rencontré cette question de savoir si, par exemple, on ne devait accepter des messages que s'ils étaient formulés de telle sorte qu'on excluait la dimension affective, donc justement la virulence du message, etc. Et finalement, la Cour suprême des États-Unis, dont on sait le caractère très radical au regard de l'intégration, avait tranché en disant il n'y a pas de manière de séparer entre un message qui, disons, isole son contenu cognitif, son message de ses valeurs affectives, et un message qui, au contraire, disons, mélangerait les deux. Donc là, la question avait été posée, et le système avait tranché en disant on refuse de faire cette division pour des raisons justement politiques, pour défendre, alors là, pour le coup, en effet, une certaine idée de la démocratie. Et une idée de la démocratie, on pourrait dire que la démocratie, c'est un régime politique dans lequel le fondement normatif fondamental reste suspendu ou indéterminé, c'est-à-dire à la décision du processus collectif, en fait. Donc, j'ai un peu l'impression, disons, que dans l'histoire que tu racontes, on voit bien que ce qui se joue, c'est quand même ça. C'est au nom de quoi on s'autorise à exercer un pouvoir d'État. Et sur ce point, je voulais intervenir sur un aspect particulier de ta troisième censure, la censure entrepreneuriale, parce que tu as posé la question de qu'est-ce qui est supprimé. Tu as dit ce qui peut être supprimé, c'est des messages entiers ou partiellement, donc c'est ce qu'on appelle caviarder, n'est-ce pas? Ça peut être l'accès à ce message, mais ça peut être, et c'est le cas, je crois, de la censure entrepreneuriale, en fait, le lieu de ce message. C'est-à-dire que ce qui caractérise ces censures entrepreneuriales, eh bien, c'est le fait, non pas que ce message n'apparaîtra pas du tout, mais qu'il n'apparaîtra pas ici. Ce que le monde n'a pas le pouvoir de faire, c'est d'empêcher le message d'apparaître, en général. Ce que, en revanche, la commission pour les films ou alors, effectivement, les juges ont le pouvoir de faire, c'est d'empêcher complètement l'apparition d'un message, en tout cas dans un territoire. Donc, je pense que là, il y a peut-être une nuance qui est importante, parce que ça veut dire en fait que ce qui se joue dans cette affaire, ce n'est pas simplement le fait de ne pas commettre de délit d'expression, peut-être pas seulement non plus une certaine idée de ce que doit être le débat public, mais aussi tout simplement des questions de ligne éditoriale et d'identité, non une pluralisation des espaces publics, tout simplement. Donc toi qui as travaillé sur la question des fausses nouvelles et des organisations du débat public, est-ce que Oui, c'est-à-dire au fond, enfin, pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est pour ça que à la fin, je posais cette question de dire, au fond, est-ce que la transformation de la censure n'est pas un indice de la transformation de la démocratie? Et donc, effectivement, des espaces, si c'est ça, ça veut dire au fond que le fait que la censure entrepreneuriale se développe à partir d'un certain type d'espace, ça veut dire une transformation de la démocratie au sens où ces espaces qui sont supposés être des éléments constitutifs de la démocratie, que sont des discussions en fait en public sur la politique, sont nouveaux. Et donc, effectivement, sont nouveaux, mais sont nouveaux et sont pris en charge par des entreprises, quelles qu'elles soient, parce que, alors, différents types d'entreprises, et avec un agencement d'entreprises les unes avec les autres, puisque, par exemple, dans le cas, si on prend le cas du site de l'INA, vous avez à la fois
une entreprise qui est donc l'Institut national de l'audiovisuel, qui met en ligne des vidéos sur lesquelles il y a des commentaires, sur une autre entreprise hébergée par une autre entreprise qui est YouTube, avec une modération qui est encore une autre entreprise, qui est une entreprise de modération. Donc, en fait, le nouage, ou la manière dont se noue en quelque sorte cette question de l'espace public de discussion constitutif de la démocratie, je dirais que précisément la transformation qu'il faudrait caractériser, c'est cette prise en charge par les entreprises et ce mélange au fond d'entreprises et de politiques avec, si tu veux, je ne pense pas qu'ils prennent en charge une fonction de l'État. Je pense que c'est quelque chose de différent parce que l'État reste avec les juges, par exemple. Et donc, il y a bien quelque chose d'une transformation. Et cette transformation, elle se voit aussi dans, effectivement, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire le fait que si on ne le dit pas ici, on peut le dire ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, si on ne le dit pas ici, ça veut dire que un des principes, parce que on ne peut pas dire, on peut prendre un espace A, un espace B. Donc, si on ne le dit pas dans l'espace A, on peut le dire dans l'espace B. Ça veut dire qu'il y a un espace plus général qui est celui en fait de l'espace des juges, en quelque sorte, et de la loi, dans lequel on ne peut pas dire ni dans l'espace A, ni dans l'espace B. Là, c'est total. Donc là, c'est total, en fait. Et donc là, ça va être, par exemple, de la diffamation. Si on dit, on peut le dire, on ne peut pas le dire dans l'espace A, mais on peut le dire dans l'espace B, ça veut dire qu'entre en jeu, en fait, un autre type de démarcation. Et cette démarcation, elle est à mon avis, à fort contenu marchand ou motivé par quelque chose qui est marchand, au sens où le message exprimé sur un site répond aussi à la manière dont ce site, qui est une entreprise commerciale en fait, organise ou pas des messages en cohérence avec l'image qu'il donne. Parce qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux de commercialisation de le reste de l'espace. L'espace sur lequel on exprime, sur l'espace dans lequel on s'exprime pour discuter politique, est un espace commercial dans lequel il y a des publicités, dans lequel il peut y avoir l'achat pour un abonnement, par exemple, pour s'abonner à un site. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez différent d'un autre type d'espace qu'on pensait, en fait, par rapport à l'enceinte de la discussion publique et dont un des modèles a pu être l'enceinte parlementaire, qui, en fait, lui, n'est pas un espace commercial. Oui, il y a un problème de labellisation, en quelque sorte, de ces espaces, qui a une concurrence, en quelque sorte, pour avoir les bons labels, en fait, d'une certaine manière. Je pense aussi que ces différents espaces cherchent à ne pas tomber, disons, dans des labels de mauvaise qualité, mais oui, bon, enfin, on pense à l'histoire le plus spectaculaire récemment, c'était le Twitter interdisant à Donald Trump d'avoir accès à son compte. Mais justement, je me demandais, parce que je me rappelle que dans le petit livre, je ne me rappelle d'ailleurs plus le titre que tu as écrit sur les fausses nouvelles, qui est un livre d'entretien. Désolé, l'animateur a un trou. Le vertige des faits alternatifs. Vertige des faits alternatifs, avec un petit livre d'entretien qui est sur ces questions et qui est très recommandable. Et donc, notamment, tu pointais le fait qu'il y a à voir avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que toute cette angoisse, on pourrait dire aussi, sur les modes de circulation des messages, de la parole, est liée aussi à on pourrait dire, à un phénomène, en tout cas, je ne sais pas si j'oserais dire, d'horizontalisation des lieux autorisés de distribution de la parole, en tout cas de multiplication de ces lieux autorisés, et effectivement d'un défaut, alors un peu paradoxal, de centralisation. C'est-à-dire on a effectivement le sentiment qu'il y a plein d'espaces dans lesquels un message peut au moins exister, et que le problème n'est pas tellement que le message existe ou n'existe pas, mais justement où il existe, et notamment en quel nœud du réseau, en fait, il existe. Donc, effectivement, ça va déterminer son accessibilité et aussi son honorabilité, d'une certaine manière.
Et donc, je me demande si cette transformation que tu suggères, donc il y en aurait deux, il y en aurait une autour de 68, qui, à mon avis, a à voir avec cette tentative de reconstruire la légitimité de l'intervention du pouvoir d'État dans un contexte, disons, de pluralisation normative. Je crois vraiment que ça marche. Et peut-être s'il y a une autre transformation beaucoup plus récente, elle aurait effectivement plutôt à voir avec cette extraordinaire extension de l'espace public, finalement, avec un brouillage très profond de frontières, de ce que veut dire public, privé, semi-public. Et donc, je pense que ce que tu pointes, c'est effectivement quels sont les enjeux, à proprement parler, politiques. Et que veut dire, là encore, la question de savoir quels sont les fondements que vont revendiquer les États pour intervenir dans un contexte pareil, va se reposer. Enfin, il se repose d'ailleurs. On voit bien que les questions de régulation des plateformes, enfin, sont des questions qui portent sur ça. À quel titre, en quelque sorte, on légifère. Et le discours que tu tiens est, à mon avis, de ce point de vue-là, disons, un de tes objets, parce que le discours sur lequel il ne faut pas que ce soit les puissances commerciales ou privées qui monopolisent le contrôle, c'est un des discours qui est en train de fonder une nouvelle forme d'intervention de l'espace public avec lequel je ne sais pas si je ne pense pas qu'il faudrait peut-être être plus freudien, c'est-à-dire plus critique. Oui, alors avec je dirais, parce qu'il se trouve que dans les cas que j'ai pris, ça n'apparaît pas, mais dans les cas que tu as évoqués de Twitter ou de Facebook ou d'autres entreprises de cette sorte, une nuance, enfin, c'est pas seulement une nuance, hein, c'est d'ailleurs une fonction, en fait, ou une modalité plus exactement, de l'action de censure, ou en tout cas qu'elle soit formulée sous forme d'accusation ou qu'elle soit en pratique, et celle, en fait, non pas de la suppression ou non, c'est-à-dire en mode binaire, de l'accès à un message, mais de la gradation de l'accès à un message. C'est-à-dire, en fait, de la question de savoir si le message est plus ou moins visible, avec la possibilité, en fait, de le rendre plus visible, donc plus visible, plus accessible, et donc pas seulement plus accessible, mais davantage mis en avant par des algorithmes, ou bien en fait rétrogradé, c'est-à-dire avec un accès en fait qui fait que l'accès n'est pas interdit au message, simplement en fait on tombe moins dessus. Par un moteur de recherche ou avec des liens, etc. Et donc une rétrogradation en fait de la visibilité du message. Et ça, ce processus en fait de gradation, d'augmentation du degré ou de diminution du degré en fait de visibilité du message dans un espace public qui est opéré par un tiers surplombant, hein, je pense que c'est aussi une des caractéristiques nouvelles de l'organisation de l'espace public dans cette extension extraordinaire quand même, et inédite, inouïe, qui s'est développée depuis le début des années 2000 et dont au fond on voit bien, même si maintenant on a 20 ans en fait, qu'elle n'est pas complètement pensée encore en fait, dans ses implications et dans ses conséquences, dans son fonctionnement en fait, par rapport à ce qu'on dit être la démocratie, mais dont on voit bien qu'elle travaille sans arrêt, puisque c'est sans arrêt en fait une question qui se pose et qui se joue et dont évidemment Donald Trump a été un révélateur tout à fait important. Est-ce que nous avons encore des questions en régie? Mais bien sûr. Dans ton exposé, tu parles de Orange Mécanique de Kubrick, qui a en effet été consensuel, mais
Les Sentiers de la Gloire, qui était un film qui n'était pas du tout violent, en fait. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de scènes de violence par rapport à des films américains qu'on peut voir. Et pour le coup, il était censuré pendant plus de 20 ans. Et je ne sais pas si tu as accès à la commission sur les raisons de cette censure, qui n'était en fait pas forcément que voulue par le gouvernement ou par l'État de l'époque, mais aussi toutes les associations d'anciens combattants qui avaient quand même très largement contribué à la censure sur un temps long en plus. Alors, je n'ai pas le dossier en tête, mais en fait, jusqu'aux années 70, hein, jusqu'à ce moment 68, si je peux dire, les motifs d'interdiction ou de classification des films sont divers, mais peuvent avoir une portée politique très forte. Donc, sur la question de l'armée, évidemment, c'est très important, y compris par rapport à la question coloniale. Hein, et puis, il y a d'autres motifs qui ont pu être invoqués, notamment, par exemple, pour les films projetés par exemple, au Festival de Cannes, qui était est-ce que ça porte honneur ou est-ce que ça porte atteinte ou pas à l'honneur d'une nation étrangère, en fait, hein. Donc, en fait, on a oublié la force et le poids de la censure qui s'exerçait jusqu'aux années 80 sur un très grand nombre de films et qui en fait a sauté voilà, en pratique à partir de 1981 qui est, enfin, en 2 temps, hein, je dirais 74 et puis 80 qui est le grand changement, hein, en matière de censure. Voilà. Bon, moi, je vais continuer à t'interroger, à te cuisiner avant qu'on conclue. Et oui, il y a quand même, j'aurais envie de revenir sur cette question du temps présent et de cette espèce de paradoxe, en fait, de la censure dans le temps présent, c'est-à-dire le côté où on a d'un côté, on ne peut plus rien dire. D'un autre côté, quand même, un nombre, c'est peut-être important de le redire, enfin, un nombre, je pense, de plus en plus grand de délits d'expression. La France ajoute des délits d'expression chaque année. Et moi, je suis toujours très frappé par le fait que précisément, mais peut-être tu vas me corriger, mais j'ai le sentiment que la plupart de ces délits d'expression étant des délits d'expression qui sont traités sur le mode judiciaire, justement, par les juges, c'est-à-dire donc a posteriori, ne sont pas conçus par les acteurs eux-mêmes, autrement dit les décideurs publics en général, y compris probablement les juges, comme des actes de censure. Ce n'est pas le mot censure qui est utilisé. D'ailleurs, on dit voilà, la liberté d'expression s'exerce dans les limites de la loi, c'est-à-dire que la loi organise la liberté d'expression, mais ne la limite pas, en fait, de cette manière, ou ne la brise pas. Donc, j'ai l'impression que le paradoxe, hein, tout à l'heure, on disait qu'il y avait comme 2 mouvements corrélés. D'un côté, une extension de la notion de censure sur un mode accusatoire, et d'un autre côté, en fait, une restriction de la part des gens qui considèrent, disons, pratiquer de la censure. Et là, on le voit peut-être plus dans le domaine judiciaire, on voit un peu la même chose. D'un côté, il y a un discours vraiment extraordinairement inflationniste qui accuse, en fait, l'existence d'une censure implicite, sociale, etc. Et d'un autre côté, une extension, je crois, des délits d'expression. Donc, je me demandais si ça, c'était pour toi une caractéristique de la situation. Puis, je terminerai par une petite question durkheimienne, en fait. Mais je le poserai tout à l'heure. C'est-à-dire, l'action des modérateurs sur des sites dans lesquels on peut mettre des commentaires en ligne, elle se fait d'abord par rapport aux droits existants, donc par rapport au délit d'expression. Donc
au fond, je dirais que le droit, il est appliqué de deux manières. Il est appliqué par les juges qui, effectivement, veillent à son application, et il est appliqué, en fait, pris en charge dans son application en pratique par des entreprises, justement, enfin, qui rejettent ou non un certain nombre de messages en considérant parce qu'il peut y avoir ensuite une action en justice et que, évidemment, les éditeurs sont responsables juridiquement de la publicité, enfin, du fait de rendre ou pas public des messages, puisque en tant qu'éditeur, ils peuvent être condamnés. Donc, je dirais que un peu, enfin, au contraire, c'est-à-dire que la multiplication ou l'augmentation en fait des délits d'expression, elle a des conséquences très concrètes. Et c'est bien, et c'est par là que se fait en fait le lien avec la censure, puisque cette activité de modération, elle est une activité de censure. Et elle peut aussi passer par le fait, au contraire, de prendre le risque, même plus que le risque, d'assumer directement le fait de devoir effectivement payer des amendes. Je pense par exemple à des chaînes de télévision qui permettent à des polémistes très virulents de tenir des propos qu'ils savent que ce sont des propos qui les emploient pour ça, en fait, pour tenir des propos dont ils savent qu'ils sont toujours à la marge même de la loi. Donc je suppose qu'il doit y avoir un jeu là, effectivement, de nature commerciale, mais pas seulement, aussi de nature probablement dans un régime de propagande, enfin, en tout cas d'activité politique, sur cette frontière, en fait, que la censure judiciaire instaure et que la censure entrepreneuriale, avec laquelle si je comprends bien ce que tu dis, joue véritablement. Quoi. Elle ne se contente pas simplement d'enregistrer, même si je suppose que dans le régime ordinaire, pour les petits énonciateurs, elle ne souhaite pas prendre de gros risques, mais bon, les gros énonciateurs, au contraire, il peut y avoir un effet de winner takes all, quoi. Non, c'est-à-dire on l'a vu. Je pense qu'il faut je pense que l'espace de la télévision ou l'espace de la radio, c'est un espace qui justement est un espace constitué dans son fonctionnement. En tout cas, quand c'est du direct, hein, parce que là, c'est la question qui se pose, c'est celle des émissions en direct et un espace dans sa constitution de nature différente et avant en fait les espaces dont on parle qui sont des espaces numériques et en réseau sur des sites sur internet et donc si on devait peut-être disons donc les actions qui sont faites en justice par rapport à des propos tenus dans ce type d'émission, d'abord c'est très peu par rapport au type d'action qui consiste à modérer l'ensemble des messages. Par exemple, sur 2 mois de commentaires en ligne sur le site Le Monde, 2 mois, ça fait, ou 1 mois, on est sur 60 000 commentaires à modérer. Donc, chaque message, en fait, subit cet examen et non pas un message parmi des millions d'autres sur un temps d'antenne très important. Donc là, il y a une différence très, très, très importante. Et donc, la question de « on ne peut plus rien dire », elle a quelque chose je dirais, c'est comme un effet d'optique, puisque c'est-à-dire on ne peut plus rien dire dans un moment où on peut dire beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais dit dans l'espace public, avec une autre spécificité qui est que il en reste une trace. Elle reste présente. Une fois que ça a été prononcé, elle reste présente dans l'espace numérique et on peut la faire ressurgir, la remobiliser. Elle est plus difficile à effacer. Elle est effaçable, elle peut être effacée, mais elle est beaucoup plus difficile à effacer que justement le type de discussion qu'on peut avoir
dans un café où ce n'est pas enregistré, en fait, et où quand c'est enregistré comme à la télévision ou à la radio, en fait, il faut pouvoir faire revenir l'enregistrement, ce qui, en fait, était plus compliqué dans un mode qui n'était pas un mode numérique, c'est-à-dire où on garde l'enregistrement accessible. D'accord. Ma dernière question, c'est la question durkheimienne. Hein. C'est cette petite remarque que tu as faite à la fin, suggérant, en disant que en fait, la part des messages supprimés aussi entre 15 et 30%. D'abord, juste une petite, vous avez eu accès aux messages supprimés. Intéressant de savoir qu'ils sont donc bien conservés quelque part, en fait. D'accord. Et donc, et tu disais donc que c'était à peu près la même proportion que les messages supprimés par la censure royale de l'Ancien Régime. Voilà, ça c'est une question un peu durkheimienne, parce que ça, évidemment, ça évoque, pour revenir à la sociologie pragmatique versus la sociologie critique, ça évoque la fameuse phrase de Durkheim sur le contingent des morts volontaires. Donc on se demande s'il n'y a pas un contingent de messages supprimés, donc, qui serait... Bon, ce serait une thèse assez... ça serait une thèse qui tomberait, mais c'est-à-dire la question ou l'interrogation ou le trouble que ça ouvre, c'est la question de savoir si dès lors au fond, s'il n'y a pas si c'est pas seulement un problème de structure sociale, mais un problème de structure cognitive, en fait. Et où on considère qu'il y a une proportion, dès lors qu'on met en place la censure, qui est d'une proportion de 15 à 30%, qui fait que l'activité de censure fonctionne bien, mais ça voudrait dire, au fond, qu'il y a, si on raisonnait à l'inverse, ça voudrait dire qu'il y aurait une sorte d'excès de 15 à 30% de propos ou de messages qui ne soient pas, qui aillent au-delà, en fait, des règles convenues, si je peux dire. Oui, ou ça peut être la condition de la significativité de tous les autres messages. Oui, quelques-uns. Voilà, la proportion de la significativité des autres messages serait de l'ordre de 15 à 30% de la totalité des messages. Bon, ben voilà. Nous allons donc nous arrêter dans 52 secondes. Cette fois-ci, la censure de cette conversation sera globale. Donc, alors, j'annonce quand même que donc, le mardi prochain, le 25 mai, Andrea Benvenuto et Olivier Chetri interviendront. Et le séminaire s'appelle Los Estudios Sordos de una orilla al otro del Atlántico, aportes y desafíos. C'est une séance animée par Raphaël Fondresi. Voilà. Donc, merci à vous de votre attention et je suis sûr que Arnaud Esquiré reste à votre disposition pour des questions.